Diane Gabrielle Tremblay. Merci d'accepter cette invitation à la collection Crise au temps du numérique. Vous êtes professeur en ressources humaines à la TELUC, spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Vous avez un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 1, Sorbonne, et un DEA de 3e cycle en sociologie du travail. Depuis 88, donc, vous développez des cours dans différents thèmes, avec différents thèmes sur le coworking, les ressources humaines, le travail, donc, et le télétravail, l'articulation emploi-famille, ainsi que le développement économique local, et vos recherches aussi vont dans ce sens. Vous êtes professeur invité dans plusieurs universités internationales, Paris, Lyon, Louvain-la-Neuve, Aix-en-Provence, et aussi dans des laboratoires de recherche de renommée internationale. Vous faites partie de plusieurs comités scientifiques de revues, notamment International Sociology, Revue française de socio-économie, Revue internationale PME, etc. Vous avez publié dans plusieurs revues prestigieuses et aussi vous avez publié nombreux articles provenant de vos recherches scientifiques. Alors, vous avez par exemple comme livre publié Conciliation emploi-famille et temps sociaux, qui est une 4e édition aux presses de l'Université du Québec en 2019. Le travail à l'épreuve des nouvelles temporalités avec Soussi Sidamed en 2020. Les tiers-lieux, qui est aussi un de vos sujets de recherche, travailler, entreprendre sur les territoires, espace de coworking, tout ce qui est Fab Lab, Hack Lab, aux presses de l'Université du Québec. Le télétravail est un thème qui vous est cher. D'ailleurs, les médias vous ont beaucoup mobilisé pendant ce temps du Covid-19, de cette crise pandémique. Et donc, vous avez intervenu, par exemple, à Radio-Canada et puis d'autres médias pour parler justement de cette crise sanitaire. Alors, on va aborder ensemble donc ce thème sur le télétravail. D'après vous, surtout télétravail, vous avez parlé de télétravail depuis longtemps, hein, depuis 2005 ou même avant, je dirais. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ce thème de recherche qui vous est justement, qui vous est cher, hein? Comment est-ce que vous êtes arrivé là? En fait, je m'intéresse toujours à la thématique du travail, à l'organisation du travail, comment ça se transforme au fil des ans dans les organisations, qu'est-ce qui se passe. Aussi, vous avez évoqué conciliation travail-famille, vie personnelle, vie professionnelle. Donc là aussi, je m'intéresse aux frontières entre la vie professionnelle, la vie personnelle ou familiale et la dimension du temps, les frontières un peu poreuses, d'ailleurs de plus en plus poreuses. Et c'est un des aspects aussi qui est intéressant par rapport au télétravail, dans quelle mesure parfois il y a une certaine porosité entre les deux espaces ou les deux temps. Donc effectivement, c'est une thématique sur laquelle je travaille depuis un moment, qui connaît au fond des regains d'intérêt. Et puis régulièrement, on dit « Ah, ça va exploser », puis finalement, ça se maintient, ça progresse, mais en tout cas, l'explosion, elle est vraiment maintenant. Tout à fait. Et est-ce que, par exemple, justement, l'histoire des temps pour eux, vous êtes beaucoup intéressé aux temps sociaux. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le temps de travail, temps sociaux, le temps de la famille, en fait, tout ce qui est conciliation emploi-famille, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, il y a un enjeu de conciliation emploi-famille aussi, avec ce télétravail qui nous, quelque part, qui est imposé pour beaucoup de gens. Oui, en fait, la grande différence avec ce qu'on observait auparavant, c'est que de manière générale, le télétravail était fortement souhaité par les personnes, par les salariés. Les entreprises résistaient parfois un peu, mais les personnes le souhaitaient beaucoup. Le contexte actuel, c'est un petit peu différent, justement parce que si c'était volontaire, pratiquement toujours volontaire auparavant, maintenant, il y a des gens qui ont été forcés là, en télétravail assez rapidement. Et donc, la situation est un petit peu différente. Si je regarde les années antérieures, on pouvait dire, au Canada, par exemple, on avait un taux d'à peu près 15% de télétravail. On se situait, au fond, un peu entre les pays du nord de l'Europe, où c'est beaucoup développé, certains pays anglo-saxons aussi, Grande-Bretagne, quelques autres. Et effectivement, on observait dans ces pays-là un peu plus de télétravail. Au contraire, dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne et même la France, il y avait beaucoup de réticence. Et on peut dire qu'au Québec et au Canada, peut-être le Québec justement parce qu'on est entre le monde latin et puis le monde anglo-saxon, on se trouve dans une situation un peu intermédiaire où le télétravail s'était développé, mais pas autant
que dans le monde anglo-saxon ou le nord de l'Europe. Donc, on disait qu'on était dans les taux de 15 et beaucoup de travail informel, occasionnel, c'est-à-dire les personnes faisaient du télétravail occasionnellement. Parfois, bon, pour ce qui est du Québec, les périodes de tempête ou alors lorsqu'ils se sentaient malades, mais il n'y avait pas nécessairement de programme très organisé. Là, maintenant, la grosse différence, ben, c'est effectivement que il y a des organisations qui prévoyaient implanter le télétravail, par exemple. Ils s'étaient donné tout un plan sur un an pour développer le télétravail. Et dans beaucoup de cas, ce qu'on a observé, c'est que finalement, ils l'ont fait en une semaine. Ça a parfois, évidemment, été un petit peu difficile, plus difficile, disons. Mais quand même, on voit que ça n'est pas si compliqué, finalement, à implanter. Et donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées en télétravail à domicile, là, dans les dernières semaines, derniers mois, parce que justement, ben, l'organisation, pour continuer à fonctionner, devait développer le télétravail. Et les chiffres canadiens indiquaient que il y aurait peut-être 40 des personnes qui seraient en télétravail finalement pendant la période de pandémie. Donc, des millions de personnes qui tout d'un coup se sont retrouvées en situation de télétravail. Merci. Quel est le rôle que joue justement le numérique dans cet essor du télétravail? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, en fait, on voit un lien très, très net. Il y a une étude qui a été menée sur le lien entre le développement du télétravail et différentes variables. Il y a des variables qu'on aurait pu penser être plus importantes. Par exemple, le climat, je l'évoquais pour le Québec. Ça peut arriver que des gens n'aillent pas travailler au bureau au centre-ville lorsqu'il y a une grosse tempête, par exemple. Par contre, la recherche a montré qu'il n'y avait pas un lien si direct et si fort entre la situation climatique et le développement du télétravail. Donc, même les pays nordiques et nous, les variables qui étaient finalement les plus déterminantes, la plus déterminante, c'est carrément le numérique et un lien Internet. Dans quelle mesure est-ce que l'Internet haute vitesse est développé dans un pays? Et c'est ce qui expliquerait justement que dans les pays du Nord, ce soit beaucoup, beaucoup plus développé. Et il y avait aussi un lien avec les modes de gestion. Donc, ça, c'est intéressant. Dans quelle mesure la gestion par objectif, par résultat est très développée. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, par exemple, le taux de syndicalisation, le climat, il y a toute une série d'autres variables qui ont été testées et on a vraiment observé que la plus déterminante, puis bon, c'est sûr que ça favorise le télétravail dans le contexte actuel, c'est le lien avec le numérique et surtout Internet haute vitesse et les modes de gestion dans les organisations. C'est vraiment les variables les plus importantes. Est-ce que vous pensez justement qu'en termes organisationnels, les gestionnaires sont finalement prêts à intégrer ce télétravail avec le numérique, avec l'intensification de l'usage du numérique? Est-ce que le gestionnaire a un rôle à jouer? Ben, le gestionnaire, oui, un très grand rôle à jouer. Malheureusement, d'ailleurs, par le passé, c'était plutôt eux qui hésitaient. Parfois, il y a des organisations ou des services de ressources humaines qui disaient: «Ah, on aimerait bien implanter le télétravail», mais les cadres intermédiaires, les superviseurs immédiats semblent s'y opposer. Donc, historiquement, c'est plutôt eux qui posaient un frein, en fait, au développement. Dans le contexte actuel, ben, ils n'ont pas eu le choix, donc ils doivent s'adapter. Mais c'est vrai que ce que l'on constate, c'est que c'est eux qui hésitent parfois. Et moi, je dirais que c'est parce qu'ils n'ont pas développé, au fond, les bons modes de gestion pour ça, alors que justement, les pays nordiques, par exemple, ont davantage développé la gestion par objectif, par résultat, plutôt qu'un contrôle un peu tatillon des tâches. Et donc, dans le contexte actuel, ben, au Québec, les gestionnaires doivent s'assurer de changer de mode de gestion s'ils étaient encore dans ce mode un peu plus traditionnel là, de contrôle, plutôt que de l'encadrement, d'encadrer les personnes, de contrôler le travail. Bien évidemment, dans un contexte de télétravail, c'est plus difficile. Ils ne vont pas se promener dans les bureaux et puis aller voir les personnes sont à distance. Donc, ils doivent développer ce mode de gestion par résultat, par objectif, mais aussi trouver des moyens de motiver leurs équipes, ce qu'ils faisaient peut-être par des réunions en milieu de travail, les gens se voient, prennent un café ensemble. Donc, leur rôle est assez important et ils doivent vraiment développer ces nouveaux modes de gestion et ces nouvelles modalités aussi de dynamisation ou d'échange, de collaboration à l'intérieur des équipes. Donc, il y a quand même un certain défi pour eux. Ça n'est pas très complexe. On a les outils aussi pour le faire, mais c'est quelque chose, ils doivent au fond se dire qu'ils sont maintenant un coach accompagnateur plus que justement un supérieur qui contrôle et dirige. Donc, le rôle est un peu transformé. Certains d'entre eux ont déjà ce nouveau rôle et donc ils doivent, disons, l'exercer différemment, mais pour certains, ça peut être une adaptation, en tout cas dans le contexte actuel. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple, pour la gestion justement du temps en télétravail, puis
dans ce temps justement de crise, mais aussi d'usage du numérique, parce qu'il y a les nouvelles générations aussi qui sont plus habiles ou en tout cas ou qui peut-être aspirent plus au télétravail que des générations plus précédentes. En fait, on observe un peu les deux. Nous, la recherche qu'on avait fait à l'époque, ça nous montrait que les plus jeunes, bon, effectivement, sont habitués avec les outils et tout, ont beaucoup travaillé chez eux, ont beaucoup travaillé aussi comme travailleurs autonomes, par exemple. Et donc, ils sont très intéressés effectivement par ce genre de formule. Par contre, on avait aussi, à l'autre extrémité de la pyramide des âges, justement, les travailleurs plus vieillissants en fin de carrière étaient justement intéressés par le télétravail. Et bon, il n'y a pas si longtemps, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Et moi, je considère que justement, le télétravail, c'est un des modes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Autant des plus jeunes, par exemple, parce qu'ils ont des enfants et donc ça leur permet de perdre moins de temps dans les déplacements, mais aussi, on voit bien que pour les plus âgés, il y en a d'ailleurs beaucoup qui nous le disaient dans les entrevues, certaines personnes avaient même été jusqu'à nous dire « Ah, moi, si on m'obligeait de revenir au bureau, c'est des personnes qui faisaient du télétravail à plein temps, et ils disaient, moi, si on m'obligeait à revenir au bureau, c'était dans la fonction publique, en fait, j'aurais plutôt envie de quitter, de démissionner. » Donc, du coup, moi, quand les entreprises disent, on cherche des façons de maintenir les gens en emploi, ben, j'ai tendance à leur dire, le télétravail, c'est une des très, très bonnes modalités parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire du télétravail pour des raisons différentes selon les âges peut-être, mais au fond, c'est vraiment une très, très bonne modalité d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, clairement. Ouais. Intéressant, ça, justement. Puis, je pense que les gens, ceux qui veulent rester en télétravail, ont développé des outils, mais ceux qui n'ont pas développé des outils comme ça l'est actuellement le cas, qu'est-ce que vous leur conseillez finalement comment ils pourraient s'organiser pour être assez performants en télétravail, mais en même temps, on sait que c'est un travail en période de confinement, donc il y a aussi la gestion du stress, de l'anxiété, etc. Et alors, est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes d'organisation qui pourraient être plus intéressantes que d'autres? Ben, je pense qu'au fond, c'est vraiment l'organisation, la motivation personnelle. En fait, autant en situation normale de télétravail, c'est comment les gens s'organisent. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, mais la très, très grande majorité n'ont pas de difficultés à se motiver, à se mettre au travail, etc. Mais pour ceux qui ont plus de difficultés, ben, il s'agit peut-être de vraiment se faire un agenda et de tenter de s'y tenir, un agenda numérique, ou ça peut être papier aussi, mais les agendas numériques, l'intérêt, c'est qu'on peut aussi bouger les tâches qui n'ont pas été faites, ou alors il y en a une qui a pris plus de temps, bien, on la déplace et on ne l'oublie pas. Mais de manière générale, la plupart des gens s'adaptent assez bien. L'idée, c'est peut-être effectivement d'avoir cet agenda numérique pour s'assurer de respecter les tâches. Et si on a d'autres choses à faire, bien, sur le plan, par exemple, plus personnel, comme on est dans la maison, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à se concentrer sur leurs tâches. Et elles vont dire, ben, c'est vrai que je suis un peu distraite par, préparer le repas, faire le lavage, etc. Mais là, de peut-être se dire, bon, je le mets à un moment précis. Parce que de fait, on ne va pas prendre peut-être des pauses café ou des lunchs, etc., comme on le ferait au bureau. Donc, peut-être se prévoir des moments précis où on met ces tâches-là. Mais en même temps, un des grands avantages du télétravail, c'est aussi d'avoir des horaires flexibles, de pouvoir peut-être commencer plus tôt ou plus tard, ou de terminer plus tôt ou plus tard, encore là, selon la situation familiale. Surtout dans le contexte actuel, c'est certain que s'il y a un conjoint qui travaille, des enfants qui travaillent, bien là, il faut davantage prévoir la situation avec eux. Mais de manière générale, la plupart des gens disent, ben, il suffit que je m'organise. Il y a des techniques de gestion du temps. Là, on parle parfois de la méthode Pomodoro, bon, eux, c'est 25 minutes. Moi, je dirais, surtout avec les agendas électroniques, de mettre 30 minutes, c'est facile parce que c'est, au fond, les plages plus normales, si on veut, ou de 30 minutes, 1 heure, selon les tâches. Mais vraiment de tenter de s'en tenir à ça. En même temps, si on a commencé une tâche, on va vouloir la finir. Donc, c'est vraiment une question d'organisation personnelle, je dirais. Et la plupart des gens n'ont pas trop de difficultés. La difficulté que peuvent avoir certaines personnes, c'est qu'elles sont souvent, par exemple, motivées par le fait qu'il y a d'autres gens qui travaillent autour d'eux. Dans certains milieux, c'est ouvert, il y a des gens, on collabore, on échange et tout. Alors, certaines personnes vont dire que ça, elles trouvent ça un petit peu difficile, mais à ce moment-là, elles peuvent organiser justement des réunions en ligne, des choses comme ça, pour avoir des liens avec les autres. Parce que c'est vrai que ça, c'est un petit peu un défi quand même. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui actuellement, en tout cas, j'ai parlé avec certaines personnes qui se plaignent un peu d'avoir mais qui le font aussi, trop de réunions Zoom, de webinaires, de courriels à gérer, etc., et qui ont l'impression de ne pas être efficaces. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que tout le monde a vu l'augmentation des courriels au fil des ans, ça c'est très, très clair. Donc là, on en a probablement un peu plus, même à domicile, mais j'ai l'impression que le résultat est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois, on peut se dire, oui, il y a plus de courriels parce que les personnes ne sont pas là, mais d'un autre côté, si on ne passe pas ou les gens ne viennent pas, ne passent pas à notre bureau, ben, on aurait peut-être pris plus de temps, en fait. Alors qu'un envoi de courriel, ça peut souvent régler un dossier plutôt que de faire une réunion, puis discuter, puis les réunions parfois vont se prolonger. Bon, l'autre avantage parfois du Zoom, c'est que ça délimite le temps. C'est sûr que si on se met une possibilité de temps de 3 heures, ben, on risque de prendre les 3 heures. Mais moi, j'ai remarqué que très souvent, on fait des réunions d'1 h 30, 2 heures, et certaines personnes vont dire, ben, finalement, il y a peut-être une meilleure gestion du temps. Par contre, évidemment, plus on a de dossiers, ben, plus on a de ces réunions Zoom. Je pense qu'il y a une effervescence au début, puis ça dépend encore là du type de travail, des projets. Bon, les gens dans les médias, par exemple, ont beaucoup de réunions de travail pour planifier et tout ça. Donc, ils se font assez fréquemment des réunions Zoom qui parfois peuvent être un petit peu longues. Donc, il y a là aussi, au fond, une espèce d'organisation, de tenter de prévoir correctement le temps, parce que c'est vrai que si on se laisse une plage plus longue, bon, on prendra peut-être plus de temps. Mais donc, de vraiment prévoir peut-être la durée, tout en se disant que, ben, comme il y a pour beaucoup de personnes, et encore là, je pense à ces gens qui font beaucoup de réunions d'équipe dans les technologies d'information, jeux vidéo, multimédia, les médias en général, ces gens-là, cet aspect de sociabilité leur manque parfois un petit peu. Donc, peut-être que là, c'est peut-être positif aussi de prévoir le temps pour avoir le temps pour cette sociabilité. On voit que peut-être aujourd'hui, une réunion où il y a des gens qu'on n'a pas vus, mais on va d'abord commencer par 5-6 minutes où on discute comment est-ce que les gens vont et tout ça dans le contexte, et puis après, on se met à l'ordre du jour. Donc, je pense que c'est ça. C'est toujours une question de tenter de bien organiser, bien mesurer le temps, tout en laissant quand même un certain espace à la sociabilité, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est quand même quelque chose qui manque. On ne veut pas que faire l'ordre du jour, mais on veut aussi avoir des nouvelles des collègues et puis échanger sur d'autres sujets finalement. Oui, en effet, ça fait partie un peu, je sais que j'ai lu des recommandations de l'UNESCO, le bien-être, surtout dans cette période de crise, de faire attention au bien-être, d'être attentionné vis-à-vis de ses collègues, de développer une socialité aussi ou une communication informelle un peu pour justement passer aussi ce temps de confinement. Tout Donc, à en fait. effet, c'est aussi des moments importants, je crois. Mhm. Ouais, ouais. Vous avez travaillé donc télétravail, coworking. Est-ce que vous pouvez dire versus, surtout aujourd'hui, là, se poser la question du coworking, des espaces collectifs versus Oui. télétravail? Oui, en fait, au fond, les espaces coworking, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont fermé carrément parce que, bon, leur statut est un peu particulier. Les espaces de coworking reçoivent beaucoup de travailleurs autonomes ou alors des personnes qui ont une très petite entreprise ou une très petite PME finalement. Mais parfois, ça peut aussi être des salariés de grandes organisations. C'est de plus en plus le cas à Montréal, c'était moins fréquent et c'est assez peu fréquent en région. Mais de fait, au fond, ces entreprises ou ces organisations étaient un peu considérées comme des petites entreprises ou de petits commerces et la plupart ont fermé, à la fois parce qu'ils n'étaient pas dans les services dits essentiels, mais aussi parce qu'il y a cette crainte-là de proximité. Alors là encore, ça dépend des endroits. Moi, j'ai constaté qu'entre Montréal et les régions, il y avait une différence. À Montréal, on a plus d'espaces carrément ouverts et c'est plus recherché. En région, on avait parfois des très petites entreprises ou même des travailleurs autonomes qui voulaient des espaces fermés. Donc, en fait, ça se distinguait quand même des bureaux classiques parce qu'on offrait, par exemple, une cuisine, un espace de relaxation, un peu salon, des espaces finalement pour partager, des outils collectifs aussi, imprimantes, photocopieurs, des choses comme ça, de très bonnes machines à café, c'est des choses qui attirent. Donc, il y a certaines personnes qui ont une petite entreprise ou qui sont travailleurs autonomes et qui, en région, vont probablement continuer à y aller si c'est un espace fermé. Par contre, les espaces ouverts, il y en a beaucoup qui ont fermé pour le moment, tout au moins. Et je pense que ça dépend aussi de la fréquence de présence des coworkers, si on veut, parce que dans certaines organisations, certains espaces de coworking, les personnes prenaient un contrat, par exemple, 1 ou 2 journées semaine sur 3 mois. Alors, ces personnes-là n'ont pas nécessairement un engagement à long terme. Encore là, en région, elles ont plus souvent un engagement à long terme. C'est vraiment leur espace de travail régulier, tout ça. Donc, selon ces différentes variantes,
Je pense que beaucoup d'espaces à Montréal, ben, il y a moins de monde. Par contre, ben, dans l'avenir, ils vont probablement être appelés à revoir leurs espaces, tout comme d'ailleurs beaucoup d'organisations, des entreprises qui, dans les dernières années, ont beaucoup développé les aires ouvertes. Et en fait, dans certaines de ces aires ouvertes, on a réduit l'espace. Parfois, on est passé à 80 ou 70 de l'espace qu'on avait auparavant. Et donc, ben, c'est évident que là, le contexte de la pandémie, les risques de contagion, de contamination, vont certainement amener un petit questionnement là-dessus. Est-ce qu'on continue de la même manière? Est-ce qu'on va devoir gérer un petit peu plus clairement qui est présent chaque jour? Est-ce qu'on va devoir demander aux gens de préciser les moments où ils vont être présents, autant dans les espaces de coworking que dans les espaces ouverts? Je pense que cette période-là de pandémie, de contagion, et aussi le risque que ça revienne ou que d'autres virus apparaissent, je pense que ça amène les organisations à réfléchir, donc à articuler certainement le télétravail, une fréquence peut-être plus grande du télétravail, avec une présence au bureau qui sera peut-être moindre qu'elle était auparavant. Donc, je pense qu'il y a tout un questionnement là pour ces espaces de travail qui va se faire là, certainement dans les prochains mois, les prochaines années, où, au fond, l'espace de travail, d'ailleurs, il y avait un ouvrage, là, on parle en français des tiers-lieux, et en anglais, les third spaces, il y avait un ouvrage qui avait été publié et qui disait, ben oui, les espaces de travail se transforment entre la maison, le domicile, et le lieu, le bureau, l'espace classique. Il y a un tiers-lieu entre les deux, qui au début pouvaient être simplement les cafés et qui maintenant, c'est carrément les espaces de coworking. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir peut-être aussi se développer davantage en région, peut-être en lien idéalement avec un développement plus grand du train ou du REM, là, le réseau express métropolitain qui va se développer dans les prochaines années. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion là, sur l'espace de travail, où va-t-on travailler, parce que on va toujours souhaiter évidemment un espace de concentration parfois pour le travail, mais on va parfois aussi souhaiter un espace pour échanger avec d'autres. Et la particularité, en tout cas dans les objectifs des espaces de coworking, il y avait aussi cette idée d'échanger avec d'autres qui ne sont pas nécessairement dans mon entreprise, mais je peux connaître des gens qui sont dans d'autres domaines, d'autres entreprises, ou qui ont leur propre entreprise ou travail autonome. Et donc, d'avoir peut-être des nouvelles idées, donc développer la créativité et l'innovation dans ces espaces de coworking. Et dans les régions, on parlait même d'innovation territoriale ou socio-territoriale, que finalement, l'espace de coworking puisse être un lieu où les gens qui ne se seraient peut-être pas vus autrement vont en fait avoir l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Alors, on le voit déjà un peu. Par exemple, il y a des gens qui vont nous dire dans un espace de coworking, moi, je travaille en multimédia, mais à côté de moi, il y a quelqu'un qui est comptable ou quelqu'un d'autre qui fait des relations publiques, qui fait de la traduction, qui fait de la rédaction. Bien, ces gens-là vont travailler ensemble, vont se développer des réseaux, vont éventuellement d'ailleurs se donner des contrats entre eux ou pouvoir profiter de contrats avec d'autres personnes par le réseau de l'autre personne. Donc, je pense qu'on est un peu à l'aube d'une grande effervescence sur la question du lieu de travail et du temps de travail. Donc, qui va inclure télétravail, espace de coworking et comment et où travaille-t-on dans les bureaux plus classiques qui vont certainement être réaménagés. Un grand changement en vue, en tout cas en transition, là, en déconfinement. Bon, peut-être que ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que ça Non. demande beaucoup d'organisation. Oui, je pense qu'en fait, bon, déjà, c'est certain qu'on le dit, le déconfinement devra s'étaler sur un certain temps. Donc, je crois que les organisations ont probablement même déjà commencé à réfléchir comment elles vont ramener leurs salariés. Mais oui, je pense que ça va prendre un certain temps. La plupart des gens auront probablement aimé le télétravail, mais comme c'était volontaire avant, les pourcentages de satisfaction qui étaient de l'ordre de 90 parfois même 98 auparavant. Là, ça n'est pas volontaire pour tout le monde. Et donc, je pense que là, on aura peut-être, apparemment, il y a des taux là, de 70-75 de gens qui disent, oui, moi j'aime et je suis satisfait du télétravail, mais on aura certainement des pourcentages de gens qui ne souhaiteront peut-être pas en faire du tout, si c'est possible pour eux, ou alors d'autres qui vont dire, ben oui, moi j'aime bien, mais pas toujours. Et c'est vrai qu'on recommandait plutôt 2-3 jours semaine, ou ça, bon, dans le contexte actuel, ce sera peut-être plus. Ça pourrait être 4 jours semaine, ou alors ça pourrait être 2 semaines complètes par mois, et puis aller au bureau 3, 4, 5, 6 jours. Donc, je pense que, et tout ça, cette dimension de temps, combien de temps on est à tel endroit ou tel endroit, ben, ça va amener une réflexion sur les espaces, surtout si on doit
se tenir à distance, ou alors, je pense que justement, on a été tellement bien confinés, et je pense que tout le monde l'observe, là, qu'il y a des craintes. Maintenant, il y a des craintes à l'idée de revenir, non seulement à cause de la COVID, mais à la limite, je pense qu'on aura peut-être même plus de craintes dans ces espaces ouverts face à la grippe annuelle. Les gens vont se dire, ah ben oui, finalement, on s'en rendait peut-être plus ou moins compte, ou on y pensait moins, mais les ascenseurs dans les grandes tours à bureaux, c'est un endroit de grande proximité, de contagion. Tous ces boutons sur lesquels on pèse pour entrer dans les différents espaces. Donc, je pense qu'il y a une grande réflexion, effectivement, qui va s'engager et qui va se faire au fil du temps, des confinements lents, des pratiques, qui aime telle pratique, qui ne l'aime pas, comment ça se passe. Est-ce que moi, je préfère quand même avoir disons, des rencontres plus fréquentes en face à face ou un peu moins. Donc, oui, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une réflexion et de pratiques là, qui vont se diversifier, où on va expérimenter avant d'arriver probablement d'ici un an ou deux à des configurations la plus adaptées. Heureusement, d'ailleurs, beaucoup de ces espaces ouverts étaient faits de façon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des murs fixés là, de manière permanente. Il y avait des murs ou des cloisons parfois, mais relativement légers. Donc, je pense que les organisations vont donc pouvoir profiter du contexte actuel et des questions qui se posent pour justement réaménager ces espaces sans que ce soit trop complexe et trop coûteux, surtout parce que pour beaucoup de ces organisations, elles ont quand même beaucoup investi dans ces espaces, dans l'aménagement et tout ça. Donc, elles vont probablement vouloir, oui, réaménager, mais sans tout refaire de A à Z. Par ailleurs, dans beaucoup d'organisations, je pense que la réflexion était déjà en cours pour des espaces futurs. Donc, au fond, on rentre finalement des nouvelles variables maintenant dans le questionnement. C'est pas seulement, oui, on veut peut-être utiliser moins d'espace, on veut ceci ou cela, les réunions à tel endroit, des espaces de réflexion, des espaces de concentration. Mais là, il y a peut-être une nouvelle variable qu'on va rentrer qui est que, en tout temps, on va peut-être vouloir tenter de faire davantage attention à ces risques de propagation de virus. Ouais, une nouvelle variable qui apparaît. Finalement, le coworking, le collaboratif, on a beaucoup entendu parler de co. Finalement, ça va peut-être plus se développer dans l'espace virtuel. Il y a une partie qui va se développer dans l'espace virtuel. Par contre, on voit que les organisations qui étaient déjà habituées de faire du télétravail ou d'avoir des gens à distance et les personnes elles-mêmes se sont plutôt très bien adaptées. Par contre, il y a quand même des gens, moi j'ai entendu beaucoup de gens des grandes fonctions publiques ou bureaucratie qui ont eu des difficultés au début quand même avec les technologies d'une part. Alors là, c'est certain qu'au fil du temps, les entreprises ont accru la capacité de leur technologie, ont développé des outils, ont acheté ou implanté des outils, alors que dans certains cas, elles ne les avaient pas. Alors, il y a une question de pratique là-dedans. Par contre, les gens voient aussi les limites. Par exemple, les réunions à 3, 4, 6, 7, 8 peut-être, ça va toujours, mais ça n'est pas la même dynamique que dans un lieu de travail ou même à 12, même à 15, la prise de parole ou en visioconférence, par exemple, sur 2 lieux de travail. Beaucoup d'organisations sont sur Montréal et Québec, par exemple, ou à l'international. Et donc, elles pouvaient faire des visioconférences relativement facilement entre 2 ou 3 ou 4 espaces. Là, on constate que plusieurs personnes à différents lieux, quand on dépasse la douzaine, ça n'est pas toujours si évident. Donc, je pense que c'est ça. Il y a comme, on va finalement observer que pour certaines tâches, certaines réunions, les outils, le virtuel fonctionne très bien. Par contre, si on est trop nombreux, là, le risque, c'est qu'on revienne à un contexte finalement plus transmissif ou à la limite à des modes de gestion traditionnels où le patron, le supérieur peut très bien s'adresser à 50, 100, 200 personnes, voire même beaucoup plus. Par contre, si on veut des échanges et de la collaboration, là, on a des nombres plus réduits. Donc, j'ai l'impression que là, on aura une combinaison entre justement qu'est-ce qui est approprié pour le virtuel et qu'est-ce qui, de temps en temps, est peut-être plus approprié en face à face dans des espaces de travail. Par contre, c'est vrai que ce qui se faisait seul dans son bureau, les gens peuvent peut-être souhaiter le faire seul à domicile. Encore là, vont se poser des questions. Si les gens se disent, OK, moi, je fais essentiellement du télétravail, donc je peux m'éloigner. Il y a quand même cette question d'étalement urbain. On disait déjà, là, en termes, c'est pas ma spécialité, là, les questions environnementales et écologiques, mais quand même,
on disait, plus il y a étalement urbain, ben, plus il y a des infrastructures à créer et à entretenir au Québec, avec nos hivers notamment. Donc, entretenir les routes, mettre plus d'autobus sur les routes pour aller chercher ces gens qui sont dans les banlieues lointaines ou éventuellement développer davantage le train ou des réseaux express. Donc, il y a un peu cette question aussi qui est en tension parce que la ville, avec une certaine concentration, permet des économies, permet une vie sociale, aussi une vie culturelle, une vie sportive. Bon, le sport, il y en a qui sont à l'extérieur, mais il y a quand même des installations sportives qui sont dans les grands centres. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions en termes d'aménagement urbain. Est-ce qu'on peut tout répliquer partout dans toutes les régions? Parce que là, les gens travaillent chacun chez soi et parfois peuvent s'éloigner beaucoup. Ça pourrait entraîner d'autres questions, justement. Et on parlait aussi du fait que, ben oui, on peut accroître la capacité des outils, c'est vrai. Par contre, ben, on l'a vu dans certaines réunions ou certains enregistrements Zoom. Bon, quand on fait une réunion, à la limite, c'est pas dramatique, mais parfois, les personnes ont dit que les réunions étaient interrompues ou alors dans le visuel, il y avait des problématiques parce qu'il y a une trop grande capacité. Et d'autre part, les personnes spécialisées dans ce domaine, le gaz à effet de serre, etc., disaient que ben, ça se transforme quand même. Alors qu'on pouvait dire auparavant, on disait ben, le télétravail, c'est bien, c'est très écologique, les gens ne prennent pas la voiture, OK, mais il va falloir finalement calculer parce que, OK, ils ne prennent pas la voiture, mais ils consomment davantage de bandes passantes, donc produisent des gaz à effet de serre. Après, est-ce qu'on va développer d'autres transports qui leur permettront d'aller éventuellement faire des rencontres ou aller au centre-ville qui seront plus écologiques? Donc, là aussi, je pense que sur la question de l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire, là aussi, il y a des questions importantes qu'on va devoir se poser. Ouais. Tout à fait. Là, justement, on va conclure un peu sur ces questions d'écologie numérique. J'ai retenu aussi la saturation des réseaux, hein. Il y a des villes ou des pays, même en France, un peu partout, où on dit que c'est saturé, donc on est obligé de diminuer les débits. Et donc, avec cette multiplication des usages numériques, donc la question d'écologie numérique et de la saturation des réseaux est très forte, je trouve. Oui, en fait, bon, je pense qu'on a commencé à réfléchir là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes individuellement qui, par exemple, sont dans des mouvements environnementaux ou écologiques, qui ont fait des calculs pour elles-mêmes. Mais au fond, c'est ça, c'est qu'il faudrait finalement faire ces calculs à une échelle un peu macroéconomique, tenter d'évaluer. Et là, ça va nous prendre, je pense qu'il y a comme une période peut-être, pas seulement pas d'instabilité, mais un peu de variante, c'est-à-dire que peut-être que les gens feront du télétravail, puis après retourneront davantage au bureau. Donc, les choses ne seront pas tout à fait stabilisées, je pense, avant un certain temps. Mais on pourra certainement faire des projections et peut-être faire des scénarios. Voilà, si les gens font tant de journées par semaine ou tant de journées par mois à domicile et se déplacent à tel moment, mais quel véhicule ou quel moyen de transport utilise-t-il? D'ailleurs, quand on travaillait sur le coworking, c'est une des questions qu'on a regardées. Est-ce que le fait d'avoir un espace de coworking plus près de son domicile et donc de ne pas devoir se déplacer dans une métropole, est-ce que ça induit aussi un changement dans mes habitudes de mobilité? Est-ce que je prends autant ma voiture? Est-ce que je prends plus souvent le vélo? Est-ce que je peux marcher davantage? Donc, pour les métropoles, on constatait que peut-être plus d'usage du vélo, plus d'usage de marche finalement en ville. Par contre, dans les régions, ben, tout dépend de la distance. Là, il semble encore y avoir beaucoup d'utilisation de la voiture, entre autres parce que le train ou d'autres moyens ne sont pas nécessairement très développés dans les petites villes. Donc, je pense que là aussi, une réflexion sur qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd finalement dans chacun des modèles, dans la mesure où on tente d'associer, ben, disons, un meilleur confort au travail, un meilleur bien-être au travail, avec aussi cet équilibre écologique. Et je pense que là aussi, sur le bien-être des personnes, c'est vrai que beaucoup de personnes disent, ben oui, c'est vrai, en temps normal, hein, quand il n'y a pas, disons, un contexte de pandémie avec un conjoint qui travaille, les enfants, les enfants qu'on doit même scolariser parfois, c'est sûr que c'est un contexte particulier. Mais en temps normal, d'ailleurs, les entreprises parfois le demandent et s'assurent que les personnes ne sont pas évidemment en train de s'occuper de leurs enfants en même temps parce qu'on ne peut pas imaginer
que ce soit le cas. Bien que dans les médias, parfois, c'est illustré de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va mettre une femme avec un enfant sur ses genoux et à l'ordinateur. Et je pense que c'est plutôt très important de se rappeler que, ben, à ce moment-là, en tout cas, il ne faut pas attendre la même productivité, évidemment. Certaines entreprises vont demander à leurs télétravailleurs, est-ce que, bon, vous avez des enfants, d'accord, ils sont bien en service de garde, ou en tout cas, vous n'allez pas être dérangé par ces personnes. Ou alors, il y a des moyens de s'organiser si les enfants sont plus âgés, ils reviennent à 3 heures l'après-midi, le parent prend une petite pause et ensuite se remet au travail. Mais voilà, pour que la personne ait un contexte de bien-être, oui, concentration, mais d'autre part, il y avait, nous, dans nos données, il y avait à peu près 10% de personnes qui disaient souffrir d'isolement, de manque de réseau social. Alors, on peut imaginer que si ça n'est pas volontaire, il y en aura peut-être un peu plus. Et là, ben, ça veut dire soit développer d'autres réseaux. Par exemple, je m'inscris à des activités sportives ou artistiques où je vois davantage les gens dans mon voisinage, bien que dans le contexte actuel, c'est plus difficile. Mais en général, on va dire, ben oui, pour contrer finalement ce risque peut-être d'isolement des personnes en télétravail, surtout si ce sont des personnes seules ou célibataires, qui n'ont pas de famille qui rentre ou qui arrive le soir, ben effectivement, ça veut dire développer aussi d'autres réseaux de sociabilité. Ça, c'est un des enjeux, probablement l'enjeu majeur pour les personnes qui font du télétravail. Autrement, la plupart sont vraiment plutôt satisfaites et je ne pense pas que les entreprises vont nécessairement l'imposer. Elles vont probablement offrir des plages de plus ou moins grande fréquence de télétravail et de présence au bureau. Donc, on peut espérer ou imaginer que les gens vont arriver à se faire un certain équilibre et donc être dans une situation de bien-être finalement là, pour elles, mais aussi en fonction de ce qui va satisfaire l'organisation. Parce que c'est vrai que dans certaines organisations, on va peut-être souhaiter une plus grande présence au bureau. Alors, tout ça reste un peu à arbitrer puis à négocier, comme ça s'est fait en fait dans les années passées. Certaines personnes souhaitaient faire du télétravail, mais elles devaient discuter très souvent avec le supérieur immédiat, mais parfois aussi avec l'équipe. Parce que ça, c'est un autre aspect qu'on observait, c'est que s'il y a absence d'une certaine personne dans l'équipe, bien, certains types de tâches peuvent mieux se délocaliser. Donc, il est possible que cette personne ait certaines tâches, alors que d'autres qui seraient sur place auraient d'autres tâches. Et là, bien, il faut se poser la question, est-ce que toutes les tâches sont aussi intéressantes? Est-ce qu'il y a de l'équité, etc.? Alors, ça aussi, c'est des questions qui vont certainement se poser là, à l'intérieur des équipes. Ouais. Et merci Diane-Gabrielle Tremblay. Je finirai peut-être pour ramasser tout ça. C'était très intéressant. Donc finalement, pour cette sortie de la crise ou en tout cas cette transition des déconfinements, on pourrait réfléchir à plusieurs façons d'innover. Il y a matière à innover, à inventer donc de nouveaux modèles d'organisation, de mobilité, de travail, réfléchir à la question de l'écologie et de la socialité. Tout à fait, effectivement. Je pense qu'on est, bon, les périodes, les premières semaines du confinement n'ont pas été faciles, je pense, pour la plupart des gens. Au fur et à mesure, les gens s'habituent, mais je pense que la seule dimension peut-être vraiment positive, c'est qu'on peut se dire qu'on est face à un chantier de réflexion sur l'organisation du travail, le temps de travail, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. On le dit toujours, en fait, il y a des choses dont on a parlé, par exemple, les mesures de conciliation, le télétravail, on en parle, mais les organisations sont parfois réticentes et finalement, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est toujours un peu des moments de crise qui nous amènent à sortir de nos habitudes. Donc, on peut espérer qu'effectivement, cette crise va ouvrir sur un chantier là, de possibles et de futurs nouveaux et on ose espérer qu'il soit positif, en tout cas pour les individus comme pour les organisations. Ouais. Merci et au plaisir. Plaisir, à bientôt.